Bonjour à tous. À la une de cette édition de Politiquement Incorrect ce dimanche, nous ferons un crochet au Sénat du Cameroun qui cette semaine a tenu sa session de plein droit. Une session qui aura été marquée dès les premières prises de parole du doyen d'âge Tif Moukete par la question de l'incompatibilité. En effet, plusieurs membres de cette chambre haute du Parlement bicaméral du Cameroun ont dû choisir entre la fonction de sénateur et celle de président de conseil d'administration d'entreprises publiques et parapubliques pour rester conforme à la loi portant règlement intérieur du Sénat, notamment en son article 22. Dans le cadre de la première phase d'échange de cette émission Politiquement Incorrect, on tentera de comprendre cette question d'incompatibilité, mais nous ferons également une extension avec quelques ministères aujourd'hui qui ont également d'autres fonctions au sein des entreprises publiques et parapubliques. Cette question d'incompatibilité doit-il finalement s'étendre aux autres secteurs d'activité pour une meilleure compétitivité de nos entreprises? Nous en parlons ce dimanche avec nos invités. En deuxième thématique, nous parlons de la scabreuse affaire Mida. Il s'agit de la mission intégrale pour le développement de l'Afrique. À la base, c'est une organisation finalement non gouvernementale qui a ouvert ses portes au quartier Ala, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé et qui a fait l'objet de fermeture, d'abord par le préfet du Fundi. Décision entérinée par le chef de l'État, Paul Biya, qui a presto illico ordonné le remboursement des souscripteurs dont le nombre se chiffre à près de 11 000. Et selon les premiers décomptes effectués au sein de cette entité par les fins limiers de la police camerounaise, l'on parle de 4 milliards de francs CFA environ qui auraient été découverts dans les caisses de cette entité. Comment une telle entreprise a pu prospérer au Cameroun au-delà justement des barrières et des filtres qui existent? Nous en parlerons ce dimanche dans le cadre de votre amphithéâtre dominical Politiquement Incorrect. Vous savez, le code de conduite ici reste inchangé, ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Je vais rapidement décliner les profils des invités qui ont bien accepté notre invitation ce dimanche en indiquant aux téléspectateurs de la télévision du monde que cette émission, comme les précédentes, admet l'interactivité. Vous pouvez donc réagir au débat par SMS au 695 38 79 46, 695 38 79 46. Jean-Marie Biada, docteur, merci d'être venu ce dimanche et d'avoir honoré par votre présence ce rendez-vous. Merci beaucoup. Monsieur Sanjo, ça faisait également un bout que cette émission m'avait manqué. Mais c'est vrai que quand je ne suis pas ici, je suis ailleurs, donc je n'ai pas à trop me plaindre. Quand je ne professe pas dans cet amphithéâtre, je suis sollicité également sur d'autres amphithéâtres, parfois à rayonnement international. Donc, que j'ai pu prendre sur moi d'honorer une fois de plus à ce banquet dominical, je suis très honoré d'être là. Et surtout que vous me donnez l'occasion de dire un mot après que j'ai déjà eu à le dire à travers des interviews sur Mida, sur les deux sujets à l'ordre du jour. Donc je suis très content d'être là et j'invite les téléspectateurs à rester scotchés parce que nous aurons à partager un moment de télévision d'une extrême importance. Juste en proximité de vous, on a l'honorable Alphonse Sopor. Je rappelle qu'il est issu d'une chapelle politique, mais c'est davantage sa casquette d'expert et d'économiste qui nous intéresse ce dimanche. Merci d'être venu, honorable Alphonse Sopor. Merci, M. Sandon. Merci à tous les téléspectateurs. Merci aux copanélistes. Autre économiste avec lesquels nous allons échanger ce dimanche, il s'agit du docteur Salmon Ebele qui nous a rejoint également ce dimanche. Merci d'avoir bravé l'intempérie et d'être venu ce dimanche. Alors c'est moi qui suis très honoré. Nous allons une fois de plus débattre de l'actualité et j'avoue que je souhaiterais que nous descendions de nos pédestals aujourd'hui et que derrière nous commencions peut-être à véhiculer la voix des semblants. Très bien. J'aimerais qu'on commence rapidement avec le premier sujet à l'ordre du jour. C'est la question finalement du cumul des fonctions. Le Sénat, visiblement, nous a montré le chemin à suivre, puisqu'au cours de cette semaine qui s'achève, certains sénateurs ont dû choisir entre leurs fonctions
de sénateur et finalement celui de PCA, d'entreprise publique et parapublique. Docteur Biada, sur cette question justement d'incompatibilité, vous avez compris qu'une disposition qui est contenue dans la loi portant règlement intérieur de ce Sénat depuis 2013 n'ait pas été au préalablement enclenchée. Il aurait fallu finalement qu'un de ces sénateurs-là s'offusque de constater qu'il y a encore des sénateurs cumulaires au Sénat pour que certains décident finalement de choisir entre le Sénat et la fonction de PCA, d'entreprise publique et parapublique. Je crois peut-être que la gloire, ou alors il importe d'invoquer la présence du Conseil constitutionnel. Je crois que c'est sa présence qui... Je peux me tromper, hein, auquel cas je revendique le droit à l'erreur, qui a dû pousser ce sénateur à commencer à évoquer ce cas, parce que ne perdez pas de vue le fait que de plus en plus, ou alors à compter de la session qui va arriver en juin, pour que le chef de l'État promulgue une loi, il faudrait que cette loi passe d'abord devant le Conseil constitutionnel, qui puisse indiquer que cette disposition, ou à tout le moins, cette loi ne contrevient à aucune de ces dispositions à la Constitution du Cameroun, et dès lors le chef de l'État pourra promulguer cette loi. Donc vous voyez très bien que ce qui est en train de se passer au Sénat, de mon point de vue, est dû à la présence, à l'arrivée du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas seulement le règlement intérieur du Sénat qui date de 2013, il y a plein d'autres dispositions, il y a plein d'autres lois qui interdisent le cumul, qui limitent même les mandats. Je prends la loi de 1999 qui a été modifiée, qui a été changée. Nous sommes en juillet 2017, mais je reste en 1999. Cette loi était claire, portant statut des entreprises publiques, des entreprises du secteur parapublic et public. Elle indiquait clairement que si vous étiez directeur général, votre mandat était de 3 ans, renouvelable tout au plus 2 fois. Ça veut dire que vous ne pouviez pas faire plus de 9 ans en poste. Mais on voyait des gens qui faisaient allègrement 10 ans, 15 ans, même après la promulgation de cette loi. Donc, de mon point de vue, ce qui est en train de se passer à l'Assemblée là est à mettre à l'actif de la naissance du Conseil constitutionnel, parce qu'en fait, lorsqu'on aura validé tous ces documents-là, pour que le chef de l'État puisse apposer, signer, promulguer ces dispositions, il faudrait forcément que ça aille d'abord au niveau du Conseil constitutionnel et qu'il puisse dire également que cela ne contrevient à aucune de ces dispositions aux règles constitutionnelles. Derrière ça, bon, on peut au moins se réjouir de ce que c'est celui qui est PCA depuis la création de Camtel. Vous ne perdez pas de vue à l'époque. Le Cameroun, pour ce qui est de sa téléphonie, le téléphone interne était géré par la direction des télécommunications, du ministère des Postes et Télécommunications. Pour ce qui était des communications internationales, le Cameroun avait mis sur pied une entreprise qui s'appelait Intelcam. Donc, communication internationale du Cameroun. Et avec l'arrivée donc des bailleurs de fonds internationaux, il était question donc de mettre de l'ordre dans le domaine. Donc tout ce qui est activité de production, l'État devrait se mettre en retrait. C'est pour ça qu'on a donc supprimé la direction de la communication, à tout le moins la direction interne au ministère des PET qui se chargeait des communications intérieures, n'a peut-être pas été supprimée, mais on lui a arraché cette activité-là pour remettre dans une nouvelle entreprise qu'on a créée en 1998 qui s'appelait donc Camtel, Cameroun Telecommunication, qui devait donc se charger des communications tant internes qu'externe du Cameroun, et le tout premier PCA qui a été nommé et celui qui est encore en fonction. Nous sommes quand même contents de savoir que même 20 ans après, il s'est été pris de lucidité de dire que non, assez de rester à la tête de l'entreprise, alors que certaines dispositions sont venues après la loi de 99, dit que non, créer l'incompatibilité. Nous sommes en train d'aller vers une société de droit. La société de droit doit pouvoir respecter les droits, personne ne doit être au-dessus de la loi. Et M. Sandjo, je tiens à vous dire que dans ce sillage même, il y a des Camerounais qui sont double PCA. Le PCA du Labogénie, c'est un Camerounais. Le PCA du port autonome de Douala, c'est toujours le même Camerounais. Et le commissaire camerounais, quelque part là, à la CEMAC, c'est encore le même Camerounais. Qui malheureusement vient de la zone où les gens se plaignent qui ne sont pas portés à des postes de responsabilité. C'est pour ça que je m'abstiens de citer son nom. Donc ça fait 3 postes qu'on peut facilement partager à 3 Camerounais issus de ces régions-là. On en parlera, docteur Jean-Marie. L'incompatibilité que l'autre, le président du bureau d'âge, il faut l'indiquer, le président du bureau d'âge du Sénat, il n'est pas encore le président du Sénat. Le président du Sénat, non, le président du bureau d'âge, on en parlait justement. Voilà, le président du bureau d'âge, c'est quoi? C'est le plus âgé. Le plus âgé, il a 99 ans de toutes les façons. Et à côté de lui maintenant, deux moins âgés de l'Assemblée. Et une fois qu'on aura donc mis le bureau en place,
il va occuper sa place dans l'hémicycle. Donc, il a fait un très bon travail et je crois que dans la suite de nos échanges, on aura entendu effectivement. Honorable Alphonse Sofo, est-ce que l'avènement finalement du Conseil constitutionnel peut, comme semble le dire le docteur Jean-Marie Biada, justifier aujourd'hui que les sénateurs aient été obligés de choisir? Pour ceux qui sont cumulards. Je serais un peu nuancé là-dessus. Parce que déjà à l'Assemblée nationale, je parle pas du Sénat, il y avait déjà ces dispositions, souvenez-vous. Le président qui a été le vice-président de l'Assemblée, Amougounouma, quand il a été fait délégué du gouvernement, on lui a demandé de partir de l'Assemblée. Souvenez-vous, le problème s'est posé pour Étondé Ekoto. Quand il a été élu délégué, quand il a été nommé délégué du gouvernement, on lui avait demandé de partir de l'Assemblée nationale. Donc, ce sont des problèmes qui existent depuis. Mais seulement, c'est peut-être leur applicabilité. On cherchait les postes qui étaient le plus en vue. Parce qu'un poste de PCA, le commun des mortels n'est pas au courant de qui est le PCA de telle ou telle autre entreprise. Donc, les gens profitaient encore de cette méconnaissance de leur fonction par le grand public pour rester à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai aussi aujourd'hui que le Conseil constitutionnel est là. Et seulement c'est parce que la presse nous a dit. La presse nous a dit que c'est le chef de l'État qui a demandé aux uns et aux autres de choisir. Bon, non. Est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui a poussé le chef de l'État à être lucide? Je ne sais pas, mais toujours été dit que ce sont des dispositions qui existent. Et comme l'a si bien dit le docteur Bianda, le poste de PCA dans une entreprise ne doit pas être dévolu à un ministre. La loi, elle est claire. Mais seulement vous trouvez des ministres qui sont PCA et ils sont ministres. Tout le monde les regarde. Est-ce que, cela ne dérivant pas de la loi, est-ce que le président de la République aujourd'hui va demander à ces ministres qui sont en même temps PCA de choisir entre la fonction ministérielle et la fonction de PCA, étant donné que c'est lui qui les nomme à ces deux fonctions? Donc il sait qu'il ne peut pas nommer un ministre à une fonction de PCA, de président du conseil d'administration d'une entreprise publique. Mais il le nomme. Et il est ministre. Il y a eu un cas très flagrant, celui du Premier ministre, qui est resté président du conseil d'administration de la Camerco. Et tout le monde était là, tout le monde voyait. Pourtant, il y a ces dispositions depuis 1999. Mais ils sont encore en poste. Vous avez les cas des gouverneurs. Les gouverneurs, je précise que le gouverneur est en fonction comme vice-premier ministre, comme vice-ministre. Donc, un gouverneur ne peut pas être en même temps PCA. Mais c'est ce qu'on voit tous les jours. C'est le président de la République qui les nomme, c'est le président de la République qui nomme le gouverneur et qui nomme le PCA. Donc, voilà un monsieur qui est gouverneur, qui assure la continuité de la fonction présidentielle dans sa région, ne l'oublions pas, mais qui est en même temps PCA d'une entreprise publique. Est-ce que, avec ce qui se passe aujourd'hui au Sénat, est-ce que ça va mettre fin à tout cela? Il appartient au président de la République, parce que c'est lui seul qui, derrière son bureau, a la latitude de nommer tel ou tel autre. Est-ce qu'à partir de maintenant, donc, comme ce que la presse nous a dit, c'est lui qui est à l'origine de cette clarification aujourd'hui, est-ce qu'il va donc continuer, lui qui nomme en même temps les PCA et les présidents du conseil d'administration, est-ce qu'il va continuer? Et on n'en est seulement pas là. Les chefs traditionnels, lorsqu'on a décidé dans ce pays de faire de vrais auxiliaires en leur octroyant un salaire, ils ont une rémunération aujourd'hui, mais on a dit qu'il n'y a pas de cumul de rémunération. Bon, qu'est-ce qui va donc se passer? Le président de la République sait que les chefs traditionnels aujourd'hui dans ce pays reçoivent une rémunération et on a dit qu'il n'y a pas de cumul.
Que va-t-il se passer? Et c'est le président de la République qui les a nommés. Il savait bien qu'ils étaient chefs traditionnels et il savait bien qu'ils allaient occuper des fonctions au Sénat. Que va-t-il se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Nous attendons de voir. Docteur Salmon Ebele, on a quand même observé qu'au cours de cette session, certains sénateurs cumulards étaient quelque peu hésitants au départ. Je parle du cas du Tif Moukete qui a été interpellé lors de sa prise de parole carrément par un sénateur du Social-Démocratique Front. Lui qui, comme l'indiquait Dr Biada et le PCA de la Camtel. On a également le cas d'Abdoulaye Aboubakari qui est également sénateur et par ailleurs PCA de la Maïture. Que dire également du cas de Charles Salé qui est également sénateur et PCA de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso. Vous avez le sentiment finalement que ces sénateurs-là étaient visiblement face à un dilemme. Il y a l'acte de nomination du chef de l'État qui est un décret qui a force de loi et puis il y a une disposition justement du règlement intérieur de ce Sénat-là qui les oblige à faire un choix. Est-ce que c'était évident dans un pays où la culture de la démission n'est pratiquement pas la chose la mieux partagée? Pour répondre à votre question, à mon humble avis, il faut déjà l'aborder sous plusieurs angles. Il y a l'angle politique. Il faut voir la décision sous l'angle politique. Il faudrait également la voir sous l'angle économique, c'est-à-dire en d'autres termes, et c'est là où c'est à ce niveau-là que je souhaiterais surtout insister. Il faut la voir sur qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd en perdant ce poste. En réalité, c'est à ce niveau-là que le mal blesse. Vous allez vous rendre compte d'une chose, globalement, normalement, tout ne commence pas simplement au niveau des PCA. Il commence également au niveau des DG. Il y a des lois. Dr Biadji a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Il y a certes la Cour constitutionnelle, mais il y a le fait de l'applicabilité. Je me demande si la Cour constitutionnelle viendra remettre en cause les décisions prises par le chef de l'État. Elle devra peut-être, elle va peut-être remettre en cause les lois. Elle va dire que la loi-ci n'est pas en conformité avec ceci ou cela, mais derrière, il sera peut-être difficile de venir dire que cette loi, ce monsieur, s'il ne respecte pas la loi, ainsi de suite, là il revient à la justice peut-être de le faire. Mais qu'à cela ne tienne, continuons. Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce dont je ne suis pas tout à fait informé, mais qu'à cela ne tienne, je vais vous donner quelques éléments. Logiquement, quand vous avez les DG d'une entreprise, ils sont nommés par le chef de l'État. Et il y a une loi qui encadre la rémunération des DG, s'il vous plaît. Et je vais vous dire, le fonctionnaire le plus élevé à son poste, c'est-à-dire autour de 500 000 francs. Et ensuite, il devrait avoir un certain nombre d'avantages. C'est même dit, c'est 100 000 plus 25 000. C'est-à-dire que globalement, tout devrait tourner autour de 675 700 000 francs. Mais attention, dès l'instant où le DG, le moins payé à 7 millions, qu'il y en a qui ont 50 millions de francs. Je vais vous parler plutôt du PCA, parce que c'est ça qui nous concerne exactement. Et je vous disais que les données sont essentiellement économiques. Parce que vous posez la question, quel est leur dilemme? Il faut comprendre leur dilemme. Il est terrible, je vous en prie, téléspectateurs. Le dilemme est terrible, je vous dis quelque chose. Logiquement, le DG qui s'octroie déjà un salaire au-dessus de 7 millions de francs, et on dit, la loi dit clairement que le PCA a également un salaire mensuel. Attention, un PCA a un salaire mensuel, suivi d'une rémunération à l'issue des travaux. Et à la fin de l'exercice, en fonction des résultats de l'entreprise, il a également une rémunération qui est encadrée logiquement. Et lorsqu'on encadre tous ces montants, vous vous rendez compte que eux aussi ne devraient pas dépasser une certaine somme. Mais sur le plan purement pratique, à mon humble avis, il y a lieu de se poser des questions. De temps en temps, j'ai eu à expertiser plusieurs entreprises, l'analyse des effectifs, ainsi de suite. Vous vous rendez très vite compte de quelque chose. En général, le PCA est très loin de l'entreprise en question parce qu'il a autre chose à faire. Secondairement, il a un salaire et derrière, pour qu'il se taise par rapport à la gestion du DG, très souvent, il en reçoit presque autant que lui. Qui plus est, en général, il lui offre un véhicule et il lui offre tous les avantages requis. Conclusion, s'il vous plaît.
Dès l'instant où vous partez d'un fait fondamental, c'est-à-dire on part sur la base d'une analyse dite minimaliste. Les DG les moins payés ont autour de 7 millions. Le PCA, certainement, en général, ils ont des montants mensuels qui sont très souvent au-dessus de 5 millions, voire plus. Sans oublier tous les avantages. Parce qu'en réalité, ne regardez pas simplement les salaires. Regardez ce qu'on va leur donner à la fin de l'exercice. S'il vous plaît, c'est un pactole. Conclusion, regardez à peu près le montant qu'on donne à un sénateur à la fin, chaque mois. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Mais attendez, si je suis très jeune, je répète bien, si je suis très jeune, et que derrière, j'ai un mandat qui est issu d'une décision du chef de l'État, et qu'en plus, il y a un autre mandat pour lequel il y a une loi qui l'entoure, c'est-à-dire que le DG sont nommés normalement, M. Dr Biadala dit clairement, les DG sont nommés pour 3 ans, renouvelables 3 fois, c'est-à-dire ils ont maximum 9 ans, mais le PCA n'a que 6 ans maximum. 6 ans. Il n'a que 6 ans maximum. Ça veut dire que si on applique la loi aujourd'hui, vous comprenez pourquoi certains sont en train de s'en aller. Parce que si on applique la loi, on va aller jusqu'à là. Donc il n'aura que 6 ans. Et derrière, on raisonne au regard de l'âge, ainsi de suite, il y a lieu de se poser des questions. Ils sont très embarrassés. Et, je vous en conjure, lorsque l'un d'eux dit qu'il va quitter la tête de Camtel, je vous en conjure, il vient d'abandonner l'équivalent d'une rémunération au minimum de 5 à 10 millions le mois. Ça demande trop de courage, énormément de courage. Docteur Jean-Marie Biada, avait-il finalement le choix, ces sénateurs-là? Et questionnons quand même l'attitude du chef de l'État, qui à la fois nomme aux emplois civils et militaires, et qui met finalement ces sénateurs dans une situation assez embarrassante. C'est le chef qui vous a nommé. Il est très difficile, dans un contexte comme celui du Cameroun, d'engager la démission. N'aurait pas-il été plus facile au chef de l'État de procéder rapidement à des nominations, à des changements au sein de ces entreprises-là, pour éviter justement de mettre les sénateurs dans cette situation inconfortable? Disons qu'on ne les a pas mis dans une situation inconfortable. Mais en d'autres termes également, je peux vous donner raison, parce qu'en fait, là je parle un peu de droit. La loi même de 99 ne dit pas que c'est le chef de l'État qui nomme le directeur général, M. Sanjon. La loi dit que c'est le conseil d'administration. La loi ne dit pas que c'est le chef de l'État. La loi dit que c'est le conseil d'administration. Et c'est même la raison pour laquelle, quand vous regardez en entreprise, les 3 organes de décision, c'est quoi? L'Assemblée générale qui est au sommet. En bas, vous avez la direction générale. Et entre les deux, vous avez dans le conseil d'administration. Pour le cas du port, par exemple, vous avez un directeur général à part, vous avez un président du conseil d'administration à part, et vous avez un président de l'Assemblée générale à part. Donc, c'est le conseil d'administration qui nomme. Ce n'est pas le chef de l'État qui devait continuer à nommer les directeurs généraux. Malheureusement, il continue. Je prends un exemple récent. Le directeur général de Cameco a été nommé par le chef de l'État. Et instruction a été donnée au ministre des Transports de faire quelque chose. Il s'est retrouvé ici à Douala avec quelqu'un dans ses valises. On a organisé un conseil d'administration et on a dit communication spéciale de la présidence de la République. Il a dit que non, le président a proposé ceci. Et c'était terminé. C'est le conseil d'administration qui a nommé l'actuel directeur général du port autonome de Douala. Ce n'est pas le chef de l'État qui a pris un décret pour le faire. Donc, de mon point de vue, je crois qu'il faudrait que le directeur général, qu'on soit conforme à la loi, ce n'est pas le souhait de Jean-Marie Biada, c'est ce que la loi a dit, et la loi est claire. La définition de la loi, pour ceux qui la savent, la définition élémentaire, hein, la loi est l'expression de la volonté populaire. Donc ça veut dire que si une loi est passée à l'Assemblée nationale, la représentation nationale l'a votée, le chef de l'État a 15 jours pour promulguer, avant l'arrivée du Conseil constitutionnel. Mais maintenant, quand c'est voté, on passe au Conseil, le Conseil émet son avis. Le Conseil peut rejeter qu'en telle disposition de cette loi-là, vous n'êtes pas conforme à la Constitution. Le chef de l'État ne va pas promulguer à l'heure actuelle. Donc le chef de l'État, de mon point de vue ici, est en train de vouloir moderniser, parce que lui-même il a dit, il voudrait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la prospérité et la démocratie au Cameroun. Or, pour le cas de la démocratie est articulée autour des lois, autour du respect des textes, autour du respect de la norme réglementaire. Alors, en l'espèce, donc, quand vous regardez, et le docteur Ebelené parlait en parlant du directeur général du PCA de Camtel, mais M. Sanjo, quand vous êtes à l'Assemblée, quand vous êtes au Sénat, si vous tombez malade, vous croyez que le président Niad va trouver de l'argent pour vous donner 80 millions pour évacuation sanitaire? Mais à Camtel, c'est fait. Comme je ne prends que le cas de Camtel, je peux citer d'autres exemples.
Il n'a pas cité ça. Donc les évacuations sanitaires qui sont telles que le PCA pas, je ne sais pas s'il est très malade que ça. Quand il revient maintenant, un pactole de 50, 60, 100 millions est débloqué. On a comme l'impression qu'il y a une grosse complicité entre tout ce beau monde-ci. De mon point de vue, je crois que ce qui s'est passé à l'Assemblée là est un peu en relation avec ce qui est en train de se passer au niveau du ministère des Finances dans le cadre de l'opération comptage physique des personnels de l'État. Parce qu'on est en train de dire que le cadre, c'est quoi? La rationalisation. Parce que ne perdez pas de vue que ces sénateurs sont payés par billettage. Quand vous avez un billetteur quelque part, il est un comptable public. Donc l'argent qui manipule relève, selon les textes de 74, des deniers publics. Donc, le ministère des Finances est en train de vouloir rationaliser, puisque ces gens sont payés mensuellement, d'une façon, je veux dire, abusive. On peut les assimiler au personnel de l'État, à tout le moins ceux qui émargent sur le budget de l'État. Le ministre voulant donc rationaliser ce budget-là, a donc commencé à dire, comme et Honorable le dit, si vous êtes chef de 3e degré, vous touchez 50 000 par mois. Si vous êtes 2e degré, c'est 100 000. 3e degré, ça fait à peu près 200 000. J'ai fait mes petits calculs à l'époque, c'est 8 milliards 4. Donc ça veut dire que ceux qui sont allés à l'Assemblée, on peut, parce que ça existe techniquement, c'est-à-dire on instruit, puisqu'il y a une direction de la solde qui vous prend en solde, qui va donc dire que non, celui-ci touche déjà un salaire là-bas. Donc 1 million et 50 000, on va enlever les 50 000. Il ne va pas aller se tuer, il ne va pas dire non, j'abandonne 50 000, j'abandonne 1 million de francs pour aller toucher 50 000. Donc à ce niveau-là, techniquement, ça peut se résoudre. Donc le chef de l'État ici est en train d'interpeller les sénateurs en disant, on est donc en train, Monsieur Sanjo, on est en train de faire quoi? De lutter contre l'oisiveté des jeunes. Le problème de MIDA qu'on abordera dans la deuxième dorsale de cette émission, c'est ça. Les gens étant donc très désespérés. J'ai pris l'exemple de celui qui occupe 3 hautes fonctions à lui tout seul. Si le chef de l'État le décharge de 2 de ces fonctions-là, ça fait également 2 hautes fonctions qu'on peut confier à d'autres personnes. Donc nos PCA, les gars, qui touchent beaucoup d'argent, au-delà de l'argent qu'ils touchent. Mais ce Sanjo, le PCA, c'est lui qui gère l'entreprise, c'est lui le patron, board of directors. C'est-à-dire les administrateurs dans ces entreprises publiques-là, le grand patron, c'est le PCA, ce n'est pas le directeur général. J'ai un cas que je peux vous rappeler, le mandat de celui-là a été terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le conseil d'administration qui a pris une résolution pour nommer les deux, et le directeur général et le directeur général adjoint. Parce que chaque fois, lorsqu'il voulait parler, c'est le commissaire au compte qui avait attiré leur attention là-dessus. Le monsieur, si son mandat est terminé, au vu de cette loi-ci, la loi, dans la hiérarchie des normes juridiques, la loi est largement au-dessus d'un décret. Qu'est-ce que le conseil d'administration a fait? On dit non. La même loi autorise que vous nommiez le directeur général. Ils sont donc appuyés sur les dispositions de la loi pour prendre une résolution qui nommait le directeur général et son adjoint, sans fâcher le chef de l'État, parce qu'en fait, on ne l'a pas mis dehors, mais on l'a maintenu là en respectant la loi. Donc, je crois que le chef de l'État saisit cette occasion pour pousser les uns et les autres à respecter la loi. Mais, je me pose la question suivante. Parallélisme de forme et de procédure. Lorsque un décret vous a porté à une fonction, je parle un peu de théorie, théorie juridique, le parallélisme des procédures et des formes veut que ce soit toujours le même texte, de la même nature. C'est-à-dire, si c'est un décret qui vous a nommé là, c'est un autre décret qui va vous décharger de cette fonction. Nous avons vu un cas à Yaoundé où le ministre s'est retrouvé avec son secrétaire général qui avait été frappé par la limite d'âge. Il appelle le ministère de Finances. Le ministère de Finances dit non, ces gens-ci sont entrés à 55 ans, nous ne devrions plus les payer. Donc, nous l'avons prévenu depuis 1 an. Monsieur, nous ne pouvons plus la prendre en solde. Le ministre est donc resté avec son secrétaire général qui ne pouvait pas mettre la porte parce que c'est un décret présidentiel qui a mis à ce niveau. Il a dû prendre une décision qui restreignait un peu ses pouvoirs. Mais même jusque-là, c'était illégal parce qu'en fait, c'est le décret qui a nommé ce secrétaire général. Il n'y a que le décret pour la faire partie de là. Et c'est la nuance que je voulais apporter là maintenant. C'est un décret qui a porté monsieur le sénateur René Zengel à la tête de l'IRAD, l'Institut pour la recherche agronomique et le développement, comme PCA. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit debout seulement qu'il a démissionné et sa décision de démissionner va équivaloir maintenant à un décret, à la force d'un décret. C'est la question que moi je me pose. Ou alors, lorsqu'il a manifesté cela, le chef de l'État pourrait revenir très rapidement maintenant régulariser. C'est-à-dire, il manifeste cette intention et le chef de l'État maintenant, il reste en poste. Le chef de l'État, pour rester conforme, nous sommes en train de demander à ce que nous soyons un État démocratique, un État de droit. Le chef de l'État, dans ce cas, va donc dire, il a même sollicité. D'ailleurs, ça ne tenait pas qu'il reste encore en fonction, alors qu'il y a au moins 2 lois qui interdisaient cela. Et il y a autre chose, M. Sanjo, et l'honorable Saint-Paul l'a évoqué,
les entreprises, parce que je suis l'un des spécialistes sur la place sur ces questions-là, les entreprises, au-delà des 3 organes que j'ai indiqués tout à l'heure, pour ce qui est des entreprises publiques, ces entreprises ont presque systématiquement 2 tutelles. Une tutelle technique, une tutelle financière. Et la tutelle a son rôle. Si vous prenez le cas du port autonome de Kribi, vous lisez les statuts, c'est bien spécifié là-dessus, ce que fait la tutelle technique, ce que fait la tutelle financière. Maintenant, le mauvais mélange de genre que nous observons souvent, c'est que on prenne encore le patron de la tutelle technique, on le nomme PCA. Ça gâte tout. Ça gâte tout. On peut prendre quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, dans ce même ministère, on prend quelqu'un d'autre, on le nomme PCA, et on laisse la latitude donc au ministre qui est la tutelle, qui assure la tutelle technique, de pouvoir décider le moment venu. Et l'honorable Sopo a évoqué le cas du Premier ministre. Non, le Premier ministre avait été nommé PCA de Camerco quand il était secrétaire général adjoint numéro 2 à la présidence. Et entre-temps, il est passé Premier ministre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de son propre chef, il ne peut pas dire, même s'il a dit que je démissionne, il faut un acte juridique maintenant de la même importance que le premier acte qu'il avait porté à cette fonction pour le décharger véritablement de ses fonctions. Sinon, les autres actes qui pourront être posés par la suite pourront vous être imputés, motif pris de ce que, effectivement, dans les faits, vous n'aviez pas démissionné. Parce qu'en fait, ou alors, vous n'étiez pas déchargé de vos responsabilités. Volontairement, vous vous êtes montré pas à la hauteur de la confiance de celui qui vous a porté à cette fonction. Mais si j'ai à conclure là-dessus, je dis, le chef de l'État a commencé, c'est un premier travail, mais il faudrait vraiment que cela se généralise. Il ne faudrait pas que le poste de PCA soit comme un complément de salaire pour certains administratifs. On a parlé tout à l'heure des gouverneurs. Quand vous êtes gouverneur de la région du Nord, vous êtes, je peux même dire, président de conseil d'administration ex-officio de la Sodécoton. Quand je suis gouverneur de la région de l'extrême nord à Marois, je suis presque ex-officio, président du conseil d'administration de la SEMRI, société d'expérimentation de modernisation de la riziculture de Yagua. Donc il faudrait donc pas que cette histoire-là soit comme des compléments de salaire pour certains fonctionnaires. Et je crois que si cela se généralise, on va aider le ministre des Finances qui est en train de vouloir rationaliser les dépenses des personnels de l'État à aller jusqu'au bout de sa mission. Honorable Alphonse Sopo, j'aimerais finalement qu'on reste là. Que peut faire finalement le Conseil constitutionnel, parce qu'il s'agit finalement de respecter les textes en vigueur. On a pu citer le cas, le docteur Jean-Marie Biada, citer le cas de quelques hommes en fonction et qui occupent également de doubles fonctions, ceci en dépit des dispositions qui existent. Le Conseil constitutionnel peut vraiment s'attaquer à cette question d'incompatibilité, au-delà justement du Sénat. Est-ce qu'on peut s'attaquer à ce problème réel? Oui, le Conseil constitutionnel, effectivement, peut s'attaquer à ce problème d'incompatibilité. Mais sachant qu'ils sont quand même nommés par le chef de l'État, vous pensez qu'ils sont capables de s'attaquer à la force d'un décret? Justement, c'est ça le problème. Mais je voudrais revenir sur la loi que le docteur vient d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui organise la gestion des entreprises publiques et parapubliques. Voilà un premier plan sur lequel le Conseil constitutionnel doit s'appuyer. Parce que lorsqu'on dit que c'est une entreprise, qu'une entreprise est devenue une entreprise commerciale, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'elle doit répondre au canon des entreprises de droit privé, tout en gardant sa spécificité d'entreprise d'État. Cette loi donc que nous sommes en train d'évoquer n'est pas conforme, parce que dans une entreprise, vous avez 2 organes, l'Assemblée générale et le conseil d'administration. Le directeur général est l'homme du conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui l'amène dans ses valises. Or, vous avez vu des cas ici tels que on venait vous opposer le directeur général avec le PCA. Et le ministre venait clairement dire que c'est le PCA qui est le responsable de cette entreprise. Or, tous les deux sont nommés par décret présidentiel. C'est faux. Donc ça veut dire, voilà déjà une loi que le Conseil constitutionnel doit revoir. Parce que tant que le Conseil constitutionnel ne reverra pas cette loi, il y aura toujours cette dualité dans la gestion de nos entreprises publiques. On a vu dans le cas des transports, vous avez évoqué le cas de la Camerco, on a vu un ministre débarquer, arriver et débarquer le directeur général.
En même temps, le conseil d'administration veut siéger pour nommer un directeur général. Il vient avec une enveloppe pour dire voici ce que le chef de l'État a proposé. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses qui font que si le conseil constitutionnel, par exemple, surtout dans le cadre de nos entreprises publiques, veut travailler, voilà une première loi que le conseil constitutionnel doit revoir. Le conseil constitutionnel, maintenant, a-t-il la capacité de dire au président de la République le décret que vous venez de prendre n'est pas conforme à l'esprit de la loi ou alors à la loi? Oui, il a cette capacité. Mais seulement, n'oublions pas une chose, ils ne sont pas inamovibles. Là maintenant, ce conseil-là n'est pas inamovible. Nous leur avions donné 9 ans, ce qui allait au-delà d'un mandat présidentiel pour qu'ils soient à l'aise. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité. Et n'oublions pas. Honorable, en 2008, ça a été ramené à 6 ans. C'est ce que je dis. Ils n'ont plus cette possibilité. Mais nous, en 1996, nous leur avions donné 9 ans pour qu'ils soient vraiment indépendants, pour qu'ils n'aient peur de rien. Aujourd'hui, est-ce que le Conseil constitutionnel, s'il existait, s'il avait existé, était-il en mesure de dire au président de la République, le secrétaire général adjoint, qui est PCA de la Camerco et qui devient Premier ministre, vous devez prendre un autre décret? Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain, mais je crois que ce sera difficile. Ce sera difficile. Docteur Salmon Ebele, quel peut être l'impact finalement de cette question d'incompatibilité? On se rend compte qu'au-delà des sénateurs qu'on a su évoquer, on a quand même des ministres actuels. Le ministre secrétaire général à la présidence de la République est toujours le président du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances du Cameroun et PCA d'Hydromekim. On a également le cas d'Alamine Ousmane Mey, qui est le ministre en charge de l'économie, qui est PCA de la Caisse autonome d'amortissement. On a également le ministre de la Santé, André Mamafouda, qui est toujours PCA de Labo Central Médical. Ce sont quelques cas de figure que j'évoque comme ça là pour vous poser votre cas, Scientifique. Votre cas. Donc, justement, le ministre de la Communication, qui est le PCA de l'Office des radios et télévisions du Cameroun, lorsque vous observez cette façon de faire, quel peut être l'impact? Parlons maintenant de compétitivité, parce qu'on a évoqué des questions de conflit de compétences, d'intérêts et tout cela. Est-ce que cela a un impact négatif sur le fonctionnement des entreprises dans un milieu qu'on veut compétitif? Cela est un énorme impact négatif, s'il vous plaît. Tout à l'heure, le docteur Biada a soulevé cette fameuse loi qui nomme le directeur général. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Regardez également celle qui nomme le conseil d'administration. Parce qu'il y a un président du conseil d'administration et il y a un conseil d'administration. Qui sont ceux qui sont en réalité au conseil d'administration de droit? En réalité, le conseil d'administration des entreprises d'État est constitué de 5 ou 12 personnes. Et parmi les 5 personnes, il y en a qu'on a désigné de façon claire, que la loi a désigné. Il y a d'abord le représentant du président de la République, qui est membre du conseil d'administration dans toutes les entreprises d'État, le représentant du président de la République. On ajoute à cela le représentant du Premier ministre, du Premier ministère, qui est membre du conseil d'administration. Puis on vient 2 personnes, un représentant du ministère technique, l'autre représentant du ministère de tutelle financière, et enfin un autre qui représente plutôt le personnel. Voilà les 5 personnes qui obligatoirement sont dans le conseil d'administration. Et c'est là où le problème commence. Et c'est très amusant. Le président du conseil d'administration est nommé par le président de la République. Et c'est ça le début du problème. Pourquoi? Il est nommé par le président de la République et derrière, donc, qu'est-ce qui se passe? Il se pourrait donc finalement qu'on ait une aberration. C'est-à-dire que quoi? Au même moment où il y a une tutelle technique et une tutelle du ministère, une tutelle financière, tout de suite là, on peut avoir au même moment l'un des ministres qui vient représenter l'aberration. La plus grande aberration, c'est quand c'est le Premier ministre. Quand c'est le Premier ministre. Si c'est le Premier ministre, il y aura un représentant du Premier ministre. Le Premier ministre lui-même, comme président du conseil d'administration, un représentant du Premier ministre, un représentant de la présidence de la République, ainsi de suite. Une aberration totale. En d'autres termes, quelque part, on est en train de se rendre compte d'une chose, c'est quoi? C'est que il est même trop difficile de s'appuyer sur ces lois. Et derrière, ça va plus loin.
s'il vous plaît. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai souligné quelque chose de fondamental au début de mon intervention. J'ai parlé de la voix des sans-voix. J'ai envie de dire quelque chose qui est terrible ici, s'il vous plaît. C'est un peu comme si on se moquait de nous tous. Vous vous rendez compte que quelqu'un a 50 millions à la fin du mois? Vous vous rendez compte? Je préfère ne pas désigner son nom, mais j'ai l'impression que là, tout le monde sait de qui je parle. Il a 50 millions à la fin du mois. Il est depuis longtemps en retraite. Et à côté de cela, il y a évidemment un président du conseil d'administration de la même entreprise qui certainement ne va pas osciller autour de 25. Ça c'est clair. Sinon, il y aura un problème. Dans la mesure où de toute façon, celui qui fait souvent sauter le DG, c'est le président du conseil d'administration. Souvenez-vous, le problème du FECOM. C'est le président du conseil d'administration. S'il convoque une réunion et te dit, toi, je ne veux plus de toi, tu ne seras plus président, tu ne seras plus directeur général. Ça, c'est clair. Donc, il en est capable. À ça, il en est capable. Conclusion, puisqu'il en est capable, mon ami, si tu ne me donnes pas le montant, une somme très proche de ce que toi tu gagnes, je vais te faire sauter. Vous éclatez de rire, mais c'est révoltant, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler devant des Camerounais, c'est-à-dire des jeunes gens qui ont besoin d'emploi, alors que tu as 2 personnes qui vont toucher 75 millions, voire 100 millions le mois. Où est-ce qu'on va là? Avec plein d'enfants, de jeunes gens. Moi, je suis enseignant, je les enseigne tous les jours, et un coup sur deux, ils viennent te demander, papa, on veut un emploi, on veut ceci, on veut cela. Ils veulent combien? Avec des masters, parfois, ils veulent du 150, 200 000 francs. Et derrière, vous vous retrouvez, ils n'en trouvent pas, vous vous retrouvez avec des gens qui ont... Ce n'est pas tout. La loi le leur interdit. C'est-à-dire qu'il y a un décret qui a entouré cela. La loi leur dit, écoutez, est-ce que je dis, je répète très bien, il n'y a pas de directeur général qui pourrait toucher par mois. Je dis bien par mois. Si on enlève plus ou moins les émoluments, les rémunérations décalées sur la base des résultats. Mais par mois, il n'y a pas de directeur général au Cameroun qui doit dépasser 1 million de francs. C'est pas possible. Là, le décret est clair dessus. Les sommes qu'on leur donne pour eux, pour la représentativité, c'est 100 000 plus 85 000. C'est 185 000 plus l'équivalent d'un salaire le plus élevé de celui d'un fonctionnaire qui est de 500 000. Il devrait toucher au maximum 700 000 à la fin d'un mois. Mais comment se fait-il qu'ils en prennent autant? S'il vous plaît, il y en a qui en réalité sont il y en a qui sont à la fois président du conseil d'administration, ainsi de suite, et directeur général. Celui-là, il a 31 millions le mois. S'il vous plaît, il est grabataire. Alors, moi j'ai un gros problème, s'il vous plaît. Oui, il s'agit là simplement d'un débat qui est à la fois politique et est en train de dépasser le cadre des lois. Parce que les lois sont en train d'être carrément, à travers ce qu'on remarque là, un ensemble de lois sont hors la loi. Et si on veut revenir dessus, ça va poser un gros problème. Et du moins, néanmoins, ce que les gens sont en train de discuter là, quelque part, Dr Biada a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Si vous regardez bien la configuration des gens qui sont au conseil d'administration, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est quoi? Je n'ai pas envie, moi aussi, de le dire. C'est qu'en réalité, la région dont on parle ferait mieux souvent de se taire. C'est gênant, hein? Mais ils ont raison. Ils ne peuvent pas se taire parce qu'ils n'en profitent pas. C'est quelques personnes qui en profitent. Là, il y a un problème. Parce qu'au fond, finalement, lorsqu'on te nomme comme président du conseil d'administration, c'est pour toi et ta famille, ce n'est pas pour ta région, ce n'est pas pour... Non, ça ne regarde personne. Parce que les 50 millions, là, les 60 millions qu'ils gagnent, s'il vous plaît, lorsque, je vais vous expliquer, hein, lorsque finalement, on t'envoie même, lorsqu'on a, très souvent, qu'est-ce qu'on fait dans les sociétés publiques? J'ai déjà eu à mener 2 opérations dans ce sens, c'est-à-dire une restructuration d'une entreprise publique. En d'autres termes, on envoie, on fait un appel d'offres, vous gagnez le marché et on vous demande une restructuration. L'aberration, la voici. C'est qu'en réalité, lorsque vous avez fini et que vous avez décidé qu'il faut revoir les effectifs, et puis pour la gestion, pour une gestion transparente, il faut retirer la signature sociale à tel ou tel, en réalité, l'entreprise ne sera jamais payée. Parce que vous savez qui doit valider ça? Le directeur général. Et le directeur général dit, constate tout de suite que vous voulez lui retirer tout. Ça va plus loin. Et comme il doit valider ça, il vous demande éventuellement d'aller rencontrer le président du conseil d'administration. Si le président du conseil d'administration ne s'amuse pas trop avec le directeur général, parce que finalement, c'est le directeur général qui a la signature sociale
C'est lui qui a la signature sociale. Il a un énorme pouvoir, un pouvoir largement supérieur au président du conseil d'administration. À la différence que c'est le président du conseil d'administration qui le révoque. C'est le président du conseil d'administration qui le revoque, mais c'est lui qui donne l'argent au président du conseil d'administration et détermine le montant qu'il doit lui donner. C'est ça le début des aberrations. Docteur Jean-Marie Biada, sur l'incompatibilité et l'impact sur la compétence de nos entreprises au Cameroun, est-ce qu'il y a des craintes? Si oui, comme l'a développé tout à l'heure magistralement le docteur Salmon Ebele, on devrait s'en inquiéter. Oui, on a de bonnes raisons de s'en inquiéter, Monsieur Sanjo. Un autre corps dans notre axe, c'est l'expertise en processus de prise de décision. La décision, c'est quoi? C'est le processus de transformation de l'information en action. Je prends un exemple simple. Vous avez une entreprise d'État qui nous sort tout loin du Vietnam, qui arrive au Cameroun et observe que les deux gros mastodontes qui ont gagné le marché de la téléphonie mobile sont généralement limités à Douala et à Yaoundé. Et qu'est-ce que le monsieur fait? Il obtient son agrément, il fait la ronde du pays, par tous les sommets là, il met des pylônes, il met des pylônes, il met des pylônes. Il vient maintenant, il lance son activité. En l'espace de 12 mois, il a 2 millions de clients. L'État qui est chargé également d'assurer la tutelle dans le domaine à son entreprise. L'État lui donne, on a appelé ça la technologie G3. Au même moment que les deux autres concurrents. Les deux autres concurrents sont déjà, ou alors prétendent argue de ce qu'ils sont déjà à la 4e génération, alors que l'État, l'entreprise d'État n'a pas commencé à utiliser sa licence de 3e génération. Donc le processus de prise de décision dans ces entreprises avec ce dispositif est carrément bâclé. C'est extrêmement difficile, vous ne pouvez pas. Si vous voulez par exemple valider un budget, nous voyons ça tout le temps, M. Sanjo, j'ai eu la chance d'évoluer dans l'environnement des Nations Unies. Là-bas, ils ont un logiciel qu'on appelle Atlas. Nous, à partir du 3e trimestre, à partir de septembre, on vous demandait, venez, il y a une réunion, quelles sont les activités? On gère les choses par activité. Vous voulez organiser quoi une fois? Ça coûte combien? C'est des activités qui consomment le budget, ce ne sont pas les individus. Le docteur Bélé est en train de dire, tel a 50 millions. Non, non, là-bas chez eux, c'est des activités qui consomment le budget, ce n'est pas un individu. Un individu ne consomme pas 50 millions par mois, monsieur Sandion. Et celui qui est en train de le menacer maintenant, il monte finalement autour de 100 millions. Les deux maintenant, à l'année, ils sont à 1 milliard. Je suis certain que ces entreprises ne réalisent pas comme résultat net, c'est-à-dire profit, 1 milliard. Mais on fout tout dans... Et en matière d'entreprise, il y a des ratios, monsieur Sandion. Il y a des ratios. La masse salariale pour un individu ou deux individus ne peut pas être pratiquement les 80% ou les 90% de la masse salariale de tout l'ensemble du personnel de la maison. Cela ne s'admet nulle part. J'en viens donc à dire pour ce qui était, je voulais démontrer comment est-ce que c'est extrêmement difficile pour ces entreprises dans ces contextes d'être compétitifs. J'ai pris cet exemple-là. Je veux acheter des goulottes pour faire le câblage dans le domaine de la téléphonie. L'entreprise concurrente décide d'acheter 200 millions de goulottes qui lui permettent de fonctionner sur 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans. Mais avec l'attelage actuel, pour entreprise privée, je veux dire entreprise publique, tu ne peux pas prendre la décision avec le budget de 2018 d'investir sur 2018, 2019, 2020, 2021. C'est pas possible. On va te bloquer, on dit non, ce budget-ci est consacré pour cet exercice-ci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vote ça en équilibre, c'est toujours en équilibre en recettes et en dépenses. D'où vient-il donc que tu prends l'argent de cette année et tu veux déjà faire des prévisions sur 1, 2, 3, faire des investissements qui vont couvrir nos besoins sur 1, 2, 3, 4, 5 ans à l'avenir. Vous voyez donc que ce dispositif ne lui permet pas de faire de la prévision, ne lui permet pas de faire de la stratégie, ne lui permet pas de capter des parts de marché qui pourront naturellement donner un peu plus d'argent dans la caisse et permettre donc qu'on paye même plus davantage ces présidents de conseil d'administration, ces directeurs généraux. D'autre part, vous parliez tout à l'heure du sénateur. Mais le sénateur, s'il veut par exemple recruter, ou alors faire recruter son enfant dans une entreprise où il ne connaît personne, à la limite, il se mettrait à genoux. Mais si les PCA, est-ce qu'il y a un problème? Il fait venir tout le monde du village, il dit, oh, DG, viens ici, va me saluer ces gens-là. Écoute ce que chacun va dire. Il va intégrer ces gens-là. Là-bas, j'invoque ce cas à retardement pour dire combien est-ce que ces gens devaient être embarrassés. De leur dire non, vous devenez simplement un salarié de l'Assemblée nationale, plutôt que d'être ce grand monsieur qui fait la pluie et le beau temps à l'intérieur des sociétés d'État. Chacun de nous, chacun de ces sénateurs-là, faites
c'est quoi, le 24 mars, c'est-à-dire la naissance du RDPC. Et dans leur localité, ils arrivent là-bas en grande pompe quand ils sont PCA. Tout le monde s'agite autour d'eux. Et il y a chacune de ces entreprises qui peut avoir des représentations dans tous les pays. Donc tu peux arriver ici à Douala, on t'installe quelque part. Le docteur Benena a indiqué tout à l'heure qu'au-delà du salaire, mais il y a des PCA qui ont des bureaux. Oui. Avec un directeur de cabinet, M. Sanjo. Donc vous êtes un grand patron, vous êtes poste. On veut vous voir, on dit non, allez voir mon cabinet. Mais maintenant, quand vous êtes sénateur, il n'y a que vos 1 million de francs qu'on vous donne. Et sur cette base, vous devez créer un secrétariat parlementaire et payer avec cet argent ou de votre poche. C'est extrêmement difficile pour lui. Donc, comme PCA, en termes de rémunération, en termes d'avantages, non, il n'y a pas photo entre sénateur et celui-là. La preuve, lors de la précédente mandature, il y a un maire, le maire de Mora, je peux me tromper, mais je sais qu'il est dans l'une des communes de l'extrême nord, qui a demandé à ce qu'on le décharge de la fonction de sénateur. Lui préfère retourner s'occuper de sa mairie. C'est pour vous dire combien, pour lui, bon, à l'époque aussi, je veux dire que les sénateurs étaient encore un peu des SDF, ils n'avaient pas de domicile fixe à Yaoundé. À un moment, ils étaient à l'Assemblée nationale pour les travaux en plénière, et après, on ne savait pas où les caser. Mais depuis qu'ils sont quelque part là, je ne sais pas s'ils devraient le regretter, mais je soulève son acte pour indiquer combien est-ce que certains ont mis sur la balance, sur un bras de la balance, sénateur et avantage, l'autre bras de la balance, je ne présente qu'un simple maire. On s'est rendu compte que le fléau de la balance a basculé du côté de maire. Donc, pour conclure sur la question que vous avez posée pour ce qui était de la compétitivité de nos entreprises publiques, le dispositif actuel où on fait un mélange de gens, ceux qui sont chargés de contrôler se retrouvent en train de gérer, fait que la compétitivité ne peut qu'en prendre un sérieux coup. Quand vous êtes tutelle technique, on vous envoie un projet de budget à valider. Et on voit là-dedans plein de dépenses qui relèvent des non-valeurs. C'est-à-dire quoi? Ça n'a pas été fait, M. Sanjo, mais on vous demande de signer quand même que ça a été fait. Vous êtes embarrassé. Vous êtes embarrassé. Donc, de mon point de vue, et avant que je ne conclue, le sénateur a évoqué quelque chose tout à l'heure. Il y a plein de textes à modifier également. Honorable, l'honorable. C'est un parlementaire tout de même. Alors, M. Sanjo, regardez très bien, dans les établissements publics administratifs, celui qui manipule tout en termes d'argent, c'est l'agent comptable. Et l'agent comptable vient de la Direction générale du Trésor, de la coopération monétaire internationale. Vous avez à côté de vous celui qui, dans une bonne mesure, valide. S'il n'y a pas son cachet dessus, tous les paiements qui viennent à son niveau, il ne regarde pas. Le contrôleur financier, qui vient de la Direction générale du budget. Et celui qui est en bas pour se rassurer de l'effectivité de vos prestations ou des travaux qui ont été faits par l'entreprise adjudicataire de la mission ou du marché, s'appelle le comptable matière, qui vient de la direction de la normalisation et la comptabilité matière du ministère des Finances. C'est ce que j'ai appelé le triangle de l'asphyxie. Donc quand l'État décide de te mettre ce triangle-là, toi-même le directeur général, tu ne peux plus rien faire. Et j'évoque cet exemple pour dire que derrière ça, maintenant, on demande à ces entreprises de fonctionner selon les normes OHADA. Non! Si c'est les normes OHADA maintenant, celui qui manipule de l'argent, ce n'est plus l'agent comptable, c'est un directeur administratif et financier, M. Sanjo. Celui qui passe les écritures maintenant, ce n'est plus l'agent comptable, c'est un directeur administratif et financier qui passe maintenant la comptabilité privée. C'est-à-dire, à la fin, on va lui demander des états de synthèse. Bilan, tableau financier de ressources emploi, compte de résultats, état annexé. Alors que quand c'est l'agent comptable, il ne présente pas tous ces éléments. Il présente son compte administratif et le monsieur qui gère présente son compte de gestion, le directeur général. Et à la fin, c'est sur ces deux éléments qu'on va l'évaluer. Résultat de course, compte administratif, compte de gestion. Le comptable matière, je veux dire, le commissaire au compte qui est derrière, ce n'est pas ça qui certifie. Il certifie plutôt les autres États qui, eux, malheureusement, ne vont pas au conseil d'administration. D'où cette grosse aberration qui fait donc que le monsieur qui gère, avec le dispositif actuel, les entreprises publiques ou du secteur parapublic, a de gros soucis à se faire en termes de compétitivité. Face aux concurrents, le temps d'aller discuter pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois pour la validation d'un document, ben le concurrent a déjà ramassé le peu de clients que tu avais avec lui. Si tu évolues dans un secteur productif, dans un secteur concurrentiel, tel qu'il n'y a pas simplement que les prestations de services qui sont faites, mais s'il y a d'autres types de services qui sont livrés, le dispositif actuel ne rend pas nos entreprises actuelles, surtout du secteur privé, du secteur parapublic, non, du secteur
publics et parapublics, le dispositif actuel ne les rend pas compétitifs. Donc il faut faire quelque chose dans ce sens. En un mot, le docteur Biada a suffisamment éclairer la lanterne des téléspectateurs sur cette question finalement. L'incompatibilité nuit au fonctionnement des entreprises publiques et parapubliques. C'est peut-être la conclusion qu'on devrait tirer. Non, je ne pense pas que ce soit l'incompatibilité qui nuit. C'est la loi. Prenez le cas de l'installation ici, de la création du ministère des marchés publics. Ce qu'il a évoqué, c'est ça. L'État a un fonctionnement et c'est ce fonctionnement qui bloque. Ce ne sont pas les incompatibilités qui bloquent. C'est ce fonctionnement-là qui bloque. Pour acheter ne serait-ce qu'un bic, on vous dit il y a des procédures à respecter. Et ces procédures ne sont pas les procédures d'une entreprise qu'une entreprise privée met en place. Ces procédures sont les procédures que les entreprises publiques ont mises en place. Donc le ministère des marchés, et je l'ai toujours dit, bloque le fonctionnement de nos entreprises. Il a pris le cas de Cantel. C'est ce qui se passe à Cantel. Ils ne peuvent pas investir comme une entreprise sans publicité telle que Nextel. Parce que Nextel a ses procédures propres. Si le directeur général de Nextel aujourd'hui dit « il me faut acheter un câble », il achète un câble. Mais si le directeur général de Cantel dit « je dois acheter un câble », non, il y a des procédures administratives à respecter. Et c'est ça qui bloque. Et ça bloque nos entreprises de telle sorte qu'elles ne peuvent même pas innover. Vous êtes un praticien, vous pouvez aller proposer un marché. Je reprends le cas de Nextel, vous allez leur proposer le marché. C'est entre vous, l'expert, et le directeur général. Une fois que vous êtes d'accord sur le marché, ok, on l'exécute. Mais ici, lorsque vous allez proposer un marché au directeur de Cantel, on va dire attention, il y a des procédures. Il y a des procédures parce que lui ne peut pas prendre la décision. Il faut passer par un appel d'offres. Vous voyez, tout ça, ça bloque. Et finalement, on va dire que nos gestionnaires sont incompétents. Non. Et c'est pourquoi il dit qu'il faut revoir cette loi. C'est cette loi-là qui bloque. La création des marchés du ministère des marchés publics vient en même temps tout bloquer. Parce que vous ne pouvez rien faire. Vous, une entreprise publique, allez au port. Vous ne pouvez pas, on va vous dire que non, le directeur général ne peut pas payer au-delà de 5 millions de francs. Il faudrait qu'il y ait un aval du Premier ministère. Mais attendez, vous gérez quoi là? Vous gérez quoi? Donc vous voyez que ça bloque. Vous ne pouvez même pas innover. Donc c'est pourquoi je dis, la première chose à revoir, c'est cette loi. Nous voulons des entreprises compétitives. Orange, sans publicité. Mais c'est une entreprise qui appartient au ministère des Postes. Au ministère des Postes françaises. Et ça, tout le monde le sait. Pourquoi eux, ils peuvent innover et nous, on nous interdit ici d'innover? C'est de ça qu'il s'agit. Quand elle devrait fonctionner exactement comme Orange, un directeur général, et c'est pourquoi j'avais dit en son temps qu'il faudrait qu'on revoie. En fonction de la taille de l'entreprise publique, il faut plutôt nommer un président directeur général. C'est ce qui se passe ailleurs. Ici, chez nous, on vous dit, on va nommer un directeur général, on lui colle un PCA qu'on nomme aussi, et ce PCA qui va avoir les mêmes avantages. On l'a vu ici, on avait un gouverneur qui était PCA du port, il voulait les mêmes avantages. Et pourtant, il avait son poste de gouverneur, mais il fallait lui acheter un véhicule. Et c'était si aberrant qu'on voyait le véhicule de fonction qui a été envoyé par le ministère de l'administration territoriale, et il y avait le véhicule qui lui avait été acheté par le PAD. Vous voyez, c'est si aberrant. Donc c'est cette loi-là qu'il faut revoir. Et il faudrait, cette affaire de ministère des marchés publics, que ce ministère s'occupe peut-être des structures gouvernementales, mais que les entreprises sortent du giron de ce ministère. On va beau accuser, par exemple, le directeur général de Cantel, lui il est incompétent, il est ceci, il est cela. Non, il a un blocage, et ce blocage est réel. À partir de ce moment, on ne peut pas juger de sa compétence. Donc vous voyez que ce ne sont pas les incompatibilités qui bloquent le fonctionnement, mais ce sont ces lois que nous prenons, je dirais, pas des coups de tête. Parce que souvenez-vous, la Camer avait un président directeur général. Un beau jour, on vous dit,
Il n'y a plus de président, directeur général. Il faut maintenant une dualité. On installe en place une sorte de dualisme qui fait qu'on dit le président, directeur général, qui avait été nommé par décret présidentiel, mais qui n'avait pas été démis de ses fonctions. Il y a eu un autre décret qui a dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de président, directeur général. Mais on ne l'a pas démis de ses fonctions. Il est resté là. Mais on lui dit non, mais vous devenez directeur général. Et comme dans ce pays, personne ne refuse de poste, ce monsieur est resté directeur général et on lui a collé un PCA qui n'avait rien à voir avec la gestion d'une entreprise telle que la Camer. On espère donc. Les résultats, on les connaît. Très bien. On espère donc que le Conseil constitutionnel va s'attaquer à la question de la constitutionnalité des lois, puisque finalement ce problème de cumul de fonctions est un sujet sur lequel les 11 sages doivent sérieusement tabler. Je voudrais qu'on sorte de ce sujet pour aborder rapidement et sans transition la seconde thématique inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. On parlait de cette scabreuse affaire, finalement, l'affaire Mida, la mission d'intégration et de développement de l'Afrique qui est désormais fermée. Les derniers comptes qui ont été rendus publics par voie de presse par le ministre de la Communication révèlent que l'on a récolté un peu plus de 3 milliards de francs CFA dans les caisses de cette entité. Il en reste visiblement 9 milliards de francs CFA si l'on s'en tient au listing qui a été produit par les responsables de cette organisation non gouvernementale. J'aimerais très rapidement rester avec vous, docteur honorable Sopor, pour vous poser finalement cette question. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? On sait par exemple que si c'est une organisation non gouvernementale, de telles entités, pour qu'elles puissent fonctionner pendant 2 ans, comme ce fut le cas au Cameroun, il y a quand même une enquête de moralité. On en est arrivé comment on en est arrivé à faire fonctionner une entité comme ça et constater plus tard qu'il y avait de la supercherie derrière? Le Cameroun est un pays très pauvre finalement. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve des aberrations telles que celle-là. Une ONG, pour qu'elle soit créée au Cameroun, société camerounaise, on vous demande de fonctionner pendant un certain nombre d'années comme association. 3 ans. Vous n'avez pas le droit de créer une ONG au Cameroun si vous n'avez pas fonctionné comme association. Vous voyez? Mais alors on ne comprend pas comment les gens viennent, dès qu'ils arrivent, on dit ONG Mida, aucun contrôle. Et on se rend même compte que cette organisation aujourd'hui a même échappé à la vigilance du ministère des Relations extérieures et du ministère de l'administration territoriale. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à s'expliquer. N'y avait-il donc pas de complicité au-delà des textes? Parce qu'une ONG ne peut pas s'installer au Cameroun sans l'aval du ministère des Relations extérieures, sans l'aval du ministère qui s'occupe des associations. C'était le ministère de l'administration territoriale. Et qu'on nous dise aujourd'hui que non, ils sont installés à partir d'un document qui leur a été délivré par un adjoint préfectoral. Vous voyez que tout ça, on se pose des questions. N'y avait-il pas des complicités au-delà de celui-là aujourd'hui qu'on veut sacrifier? Parce que ça ne peut pas se comprendre. Et tout le monde les a vus à l'œuvre. On va parler de quoi? Docteur Bianda dit l'oisiveté des jeunes. Non. Amadou Aïdouan, son temps, il faut le rappeler. Dans ces années 60, où il y avait vraiment des dégâts causés par le probatoire, où il y avait la colle au BPC. Oui. Ce qui a fait tellement de chômeurs, de jeunes dans la rue, de jeunes enfants de 16, 17 ans qui se retrouvaient finalement dans la rue. Qu'est-ce que Amadou Aïdouan a fait? Il a créé, peut-être, vous n'êtes pas de cette génération, les centres de jeunesse. Peut-être l'histoire de Madagascar est un peu fraîche. Tout à fait. Il y avait un centre de jeunesse à Madagascar, un centre de jeunesse à la Cité Sikh, un centre de jeunesse à Newbel. Les gens se souviennent seulement aujourd'hui qu'il y avait que le centre de jeunesse de Newbel est devenu un terrain de sport. Mais c'était un centre de jeunesse pour pouvoir contenir toute cette masse-là que le système éducatif normal rejetait. Et à tort. Mais on les rejetait. On ne comprenait pas pourquoi. Aïdou a créé les centres de jeunesse qui ont contenu tous ces gens.
Et il y avait à la tête de ces centres de jeunesse les animateurs de jeunesse. Et ces gens ont fait un travail si remarquable que les jeunes, il y en a qui ont repris le système éducatif normal, il y en a qui ont appris un métier et ont intégré les entreprises, etc. etc. Donc on ne peut pas dire qu'au nom de l'encadrement d'une jeunesse oisive, on va admettre que des gens viennent, s'installent pendant 2 ans, forment des militaires au vu aussi de tout le monde, lancent une collecte de l'épargne au vu aussi de tout le monde. Or, l'épargne est un secteur qui est encadré par des lois. Les gens ne peuvent pas venir s'installer chez vous et ils disent nous lançons un système de collecte d'épargne et vous tous vous regardez. Les noms qu'on ne veut pas nous donner, certainement, vont nous faire comprendre que dans cette affaire, il y avait beaucoup de complicité et que les objectifs, certainement, étaient ailleurs. Alphonse Sopor, sur cette question, j'y arrive. Docteur Salmon Ebele, et finalement sur cette question, l'honorable Alphonse Sopor dit des choses assez pertinentes. Alors, on a quand même, c'était une entité dont le fonctionnement aujourd'hui est tout à fait confus. On a parlé de formation, puisqu'il y a eu justement la teneur du communiqué du préfet du Foundi parlait de port d'armes, parlait de tenue militaire qui était arborée par les employés de cette entité-là, parlait de formation militaire, parlait de formation productrice. D'après ce qu'on dit, on parle de taux d'intérêt qui oscillerait autour de pratiquement 600%. On sait par exemple, effectivement, pour ce qui est des microfinances ou des banques, il y a quand même des organes de régulation qui donnent des autorisations, notamment l'agentier de l'État, le ministère des Finances, la question de la COBAC également, qui a son mot à dire avant l'ouverture d'une telle entité. Est-ce que finalement, c'est d'ailleurs pourquoi le titre de cette thématique a été choisi à dessein, comme l'a indiqué cette semaine Cameroun Tribune, le gouvernement a rassuré ou le gouvernement a agi après coup? Vous savez, il y a lieu ici de comprendre à peu près, de voir les choses dans le cadre global de la conjoncture actuelle. En réalité, le double problème de Boko Haram au nord du Cameroun et du problème anglophone apporte un certain climat sécuritaire qui pousse à croire que si l'entité en a profité, elle en a profité. C'est certainement l'une des raisons qui a fait croire aux autorités que quelque part, peut-être, une chose était faite pour éventuellement envisager une action civile de paix. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on devrait plus ou moins former les gens à aller vers la paix, véhiculer un message de paix et un message non civil. Maintenant, j'avoue qu'il s'agit ni plus ni moins d'une escroquerie. Une grosse escroquerie que l'on connaît dans toute la planète, ça s'appelle l'escroquerie Ponzi. Ça se trouve un peu partout. Il y en a eu en France, il y en a eu aux États-Unis avec Madoff, ainsi de suite. Je pense que au-delà de ce qui s'est passé, parce qu'il y a lieu parfois de ne pas forcément tirer à boulet rouge par moment sur le gouvernement actuel, parce que les mêmes causes ont entraîné les mêmes effets dans beaucoup de pays avant que le gouvernement ne se réveille, comme ça a été le cas à juste titre aujourd'hui, qu'il faut saluer, parce qu'on ne peut pas nier que le gouvernement a réagi, et derrière il le fallait. Cela valait la peine vraiment. Je tire mon chapeau. Maintenant, la question c'est, au fond, sont-ils les seuls? Ah oui, c'est peut-être là le début du problème. Mida n'est pas seul. Il y a de très nombreuses Mida au Cameroun, à l'heure actuelle où je vous parle. C'est ça le début du problème. C'est qu'en réalité, dès l'instant où on a pris une décision contre Mida, il faudrait qu'on continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça s'appelle la vente pyramidale. Mais les ventes pyramidales, vous connaissez le nombre d'entreprises qui en réalité vous vendent l'aspirine à 15 000 francs et puis derrière recrutent des gens pour qu'on puisse plus ou moins, dès que tu vends, tu recrutes 4 autres, ainsi de suite. Un peu comme la vente pyramidale. Normalement, la vente pyramidale n'est pas interdite, mais à quelque chose près, finit toujours par une escroquerie. Très souvent. 9 fois sur 10, c'est fini vers une escroquerie. Et alors, je vais vous citer l'ensemble des escroqueries qui sont en cours. Il y en a. Vous en avez qui, en réalité, vendent des produits très chers. Et puis derrière, lorsque tu arrives,
te donnent des produits pour que tu ailles les revendre, ainsi de suite, et derrière tu recrutes un certain nombre de personnes. Ce sont des ONG qui ont pignon sur rue, elles sont très nombreuses à Douala. Elles sont très nombreuses. Et s'il vous plaît, que tu veuilles ou pas, la pyramide va s'écrouler. Maintenant, continuons. Il y a derrière les pratiques, entre guillemets, parfois elles-mêmes de notre gouvernement. Il y a lieu parfois de se poser quelques questions. Je me pose une question. Regardez par exemple ce qui est en train de se passer avec la communauté urbaine de Douala. Ils ont lancé un emprunt obligataire. Un emprunt. Nous sommes dans une phase dans laquelle il est question de restructurer, ou du moins de revoir la loi sur la décentralisation. On ne sait pas pendant combien de temps le délégué du gouvernement est encore là, mais on sait au moins qu'il prend des dispositions sur 5-10 ans. Qui va rembourser? Qu'est-ce qui est en train de se passer? N'est-ce pas une nouvelle MIDA? Des MIDA, il y en a plein au Cameroun. C'est pour ça que je dis, attention, quelque part, le problème, c'est quoi en fait? Partout ailleurs, en France, aux États-Unis, ainsi de suite, il y a eu des escrocs de ce genre. Franchement, pour une fois, je tire mon chapeau au gouvernement, il faut frapper. Ils ont raison. Mais, attention aux autres MIDA. Docteur Jean-Marie Biada. Pourquoi vous riez? Sur cette question, finalement, cette affaire, c'est une affaire, c'est finalement l'arbre qui cache la forêt. Ce que j'ai à dire ici, c'est que c'est quand même le masque qui tombe, le masque de la tolérance administrative qui vient de tomber. Parce que dans beaucoup de secteurs, ici chez nous, en commençant par chez vous, M. Sandion, dans le domaine des médias, la tolérance administrative a prévalu. Vous avez beaucoup de chaînes qui fonctionnent ici sur la base de la tolérance administrative. Quand je vais maintenant dans le mouvement associatif, quelqu'un qui a été au Parlement l'a dit tout à l'heure, l'honorable Paul-Alphonse Sopon, vous devez savoir que la loi de 1990, 19 décembre 1990 sur les libertés d'association est claire. Vous devez avoir, il existe deux types d'associations. Les associations qui s'installent sur la base de la liberté et les associations qui s'installent sur la base de l'autorisation. Donc si vous êtes une association culturelle, une association d'origine étrangère, vous relevez donc de cette catégorie-là, association à base d'autorisation. Vous ne pouvez pas vous installer comme ça et dans ce cas, la procédure change. Dans le premier cas de figure, j'en parle parce qu'au mois de décembre, non, de novembre à décembre, j'ai travaillé sur un dossier comme celui-là qui m'a été confié par les aînés à l'effet de créer une chambre économique. On a dit que c'était une activité non lucrative. Donc il faut que cela soit d'abord clair, M. Sandro. Tout ce que vous aurez à manipuler comme l'argent à l'intérieur, c'est le frais d'adhésion, commence par là, frais d'adhésion et les contributions des membres. Pas plus. Quand ça va déjà au-delà, vous ne relevez plus des dispositions de cette loi-là. Premièrement, vous devez rédiger les statuts. Donc, quand on dépose des statuts au niveau de la préfecture, parce qu'on a parlé de la préfecture tout à l'heure, donc ça veut dire qu'à la base, MIDA a voulu fonctionner comme une association qui s'installe uniquement sur la base déclarative et non sur la base de l'autorisation. Donc, c'est une association, je vais dans cette logique-là. Donc, on lit vos statuts. Si dans vos statuts, on voit donc que vous exercez des activités paramilitaires, sécurité civile et autres, là, on comprend très bien que, et la loi de 90, c'est clair, toutes ces activités ne relèvent pas de cette loi-là. Donc, on aurait déjà pu à ce niveau-là dire, monsieur, nous ne sommes pas qualifiés, nous ne sommes pas habilités pour autoriser votre fonctionnement. Quand j'ai fini de rédiger, monsieur Sandro, les statuts, je dois rédiger également le règlement intérieur. Donc, on aurait pu regarder aussi à l'intérieur du règlement intérieur, c'est-à-dire ce que vous avez volontairement omis de mettre dans les statuts, vous pouvez fuir et aller mettre ça dans le règlement intérieur. Donc, au niveau de la préfecture, on aurait pu faire ce contrôle-là également. Le laxisme administratif, si on avait mis ce laxisme de côté, on aurait pu regarder dans le règlement intérieur pour voir de quoi ça retourne. Après le règlement intérieur, vous devez établir le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive. Quand on regarde donc dans ce procès verbal, on voit la liste des gens qui sont à l'intérieur. Donc on pouvait facilement identifier, parce que les civils ne peuvent pas former des militaires pour des activités militaires. Ce n'est pas possible. Les civils peuvent peut-être former des militaires sur des activités relevant du droit humanitaire ou du droit pénal humanitaire, des choses comme ça. Mais sur les activités militaires, ce n'est pas possible. L'école supérieure internationale de guerre de Simbok à Yaoundé existe, l'EMIA existe, l'école d'Hawaï existe, le Garoua, ça existe, pôle aéronautique
existe à Garoua. Ici, on prend le cas des policiers, ici à Moutenguene, le centre d'instruction et d'application de la police, ça existe. Donc, c'est vers ces milieux-là qu'on va lorsqu'on parle de munitions. Donc, de mon point de vue, l'État aurait ouvert les yeux à cet instant qu'on aurait rapidement compris que MIDA a des objectifs cachés. Or, si on a donc contrôlé les statuts, on contrôle le règlement intérieur, le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive, on ne voit pas tous ces éléments-là, on continue. MIDA s'est installé comme ONG. Au regard, monsieur Sandjou, je dis au regard de l'arsenal légalo-réglementaire en l'état, vous ne pouvez pas vous installer comme ONG. Vous fonctionnez d'abord pendant 3 ans comme une association et à la fin de chacune des années, vous envoyez au niveau du ministère en charge des associations, c'est-à-dire le ministère à l'époque de l'administration territoriale et la décentralisation, qui est devenu maintenant ministère de l'administration territoriale, parce que de l'autre côté, vous avez le MINDEVEL, ministère du développement local et de la décentralisation, à la suite du décret du 2 mars 2017 qui a réorganisé le gouvernement. Alors, vous envoyez donc 3 rapports. Rapport de première année, deuxième année, troisième année. On nous dit que MIDA s'est installé nous sommes en septembre 2017. Ça veut dire que si MIDA avait respecté la loi, ou ceux qui étaient chargés de contrôler les activités de MIDA l'avaient poussé à respecter la loi, MIDA en serait encore à établir son premier rapport d'activité qu'il enverrait au ministère. Donc, deuxième année, en 2018, ils exercent d'abord comme association. En 2019, toujours comme association. C'est à la fin que vous envoyez les 3 rapports maintenant au ministère. Et ce n'est pas, M. Sandjou, que j'indique quelque chose. Ce n'est pas parce que vous avez envoyé les 3 rapports qu'on vous donne le titre de ONG. Non. Non, vous continuez encore à fonctionner. L'État vous observe. Et à la fin, et d'autre part aussi, j'ai encore parlé du masque de la tolérance administrative qui tombe. M. Sandjou, vous allez dans les associations culturelles. Il y en a 47, mais on en est à près de 1000. 47 dans le registre, dans le répertoire, parce que lorsque on vous donne donc cette autorisation, on inscrit votre nom dans le répertoire des associations culturelles. Donc si vous êtes une ONG, on va inscrire également dans votre nom dans le répertoire des ONG. Les ONG, donc, et tromperie sur la marchandise ici, MIDA n'a pas fonctionné comme une ONG. MIDA n'a pas fonctionné comme une association. J'ajoute encore plus. MIDA s'est retrouvé à faire ce qu'on appelle en finance, c'est arroger un statut qui n'est donné que par l'État. Quand on te donne le statut d'APE, tu es éligible à l'appel public à l'épargne. Tu ne débarques pas sur le marché financier, pour ne prendre que le cas du Douala, la Douala Stock Exchange, ou bien au Gabon à l'époque, avant qu'il y ait l'unification des 2 places boursières. Tu ne débarques pas sur ce marché-là pour lever les fonds comme ça. Donc MIDA s'est retrouvé donc à lever les fonds. Appel public à l'épargne, ça fait encore une 3e, 4e, une 5e faute. Et quand l'argent est arrivé comme ça, M. Sandjou, en la matière, lorsque tu rentres déjà à lever à bénéficier du statut de celui qui peut procéder à l'appel public à l'épargne privée, monsieur, vous intervenez à travers ce qu'on appelle les PSI, les prestataires de services d'investissement. Donc, quand on prend cet argent, ce n'est pas chez vous qu'on donne. Monsieur Sandjou, vous voulez acheter des actions dans une entreprise de la place, vous ne foncez pas dans cette entreprise, vous prenez de l'argent, vous donnez. Non! Vous achetez vos actions à travers un prestataire de services d'investissement qui est généralement une banque, qui a donc un compte. Vous déposez l'argent sur ce compte-là. Donc j'étais très surpris d'apprendre que non, on allait là-bas, on a encerclé la maison et on s'est mis à retirer les cantines d'argent. Non, c'était encore des infractions. Donc les infractions, il y en a eu à l'appel ici, dans ce problème-là. Et quand on regarde donc de très près, les complicités, honorable Sopo, c'est évident. On n'a pas à discuter là-dessus. Ce que nous avons entendu aussi, c'était que, et le docteur Ebelela dit, vers le Grand Nord. Au-delà, nous relayons aussi parfois ce que nous entendons. Dans le Grand Nord, il semble que les gens là-bas, le front avait été ouvert dans l'optique d'affaiblir le pouvoir de Yaoundé. Et dans une moindre mesure, le renverser. Mais on s'est rendu compte que de ce front-là jusqu'à Yaoundé, il faut marcher au moins 1000 km. Vous allez traverser le pôle aéronautique de Garoua comment? Vous allez traverser le Sifan de Gaoundéré comment? D'autre part, on a ouvert notre front du côté du nord-ouest. De là-bas jusqu'à Yaoundé, il faut parcourir 200, 300, 400 km, monsieur Sandjou. Vous allez traverser le RASA, le régiment d'artillerie sol-air comment? Vous allez traverser le régiment d'artillerie sol-sol comment? Et il nous revient donc, on s'est dit, on est à la barbe de ces gens-là. On vient et vous regardez. Moi, j'ai eu la chance de faire le collège Vop. Ah là, à l'époque, c'était dans la brousse. Et le fait que les gens aient construit là-bas ne fait... Puisque le schéma d'urbanisation de la ville n'a pas été appliqué à cette zone-là. Donc, c'est resté toujours comme une zone de brousse. Donc, les gens se sont mis en embuscade à cet endroit-là pour
mener des activités qu'on est en train d'indiquer. Je dis que le statut aurait pu indiquer que vous êtes en train de mener des activités militaires. On leur aurait refusé cette autorisation. Oui, honorable Sopor, généralement, je crois peut-être que ça a changé, mais par le passé, au niveau de la préfecture, c'était généralement le premier adjoint préfectoral qui s'occupait de tout ce qui était association. Donc, quand vous déposez vos statuts, le règlement intérieur et le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive, c'était lui qui était chargé. Donc, puisque la loi est claire, hein, une fois qu'on vous a donné le récépissé, si 60 jours après, il n'a rien dit, vous fonctionnez sur la base du récépissé, vous n'avez plus besoin d'un agrément particulier. C'est la raison pour laquelle c'est le premier adjoint qui a fait ça. Donc, M. Sandion, ce qu'on nous a donc dit allait dans ce sens-là. Donc, quand l'information est donc revenue qu'on avait déjà formé autour de 800 000 Camerounais à des activités paramilitaires, même pas jusqu'à 800 000, vous mettez 2000 paramilitaires dans une ville comme Yaoundé, Etoudi n'est pas très loin de là. À défaut de même pas arriver à Etoudi, s'il crée une poche d'insécurité là-bas, ce n'est pas facile d'enrayer ça. Nous avons vu le dernier cas avec ce qui s'est passé dans à Menji, où le gouverneur s'est levé avec tout son état-major, mais cela n'a pas empêché qu'on tire sur son cortège. Et quand vous regardez, ce n'est pas 1000 personnes qui tiraient, c'était quelques courageux qui étaient assis là. Donc si vous avez ces courageux-là, à hauteur de 200, 300 000 dans les rues de Yaoundé, ça va devenir invivable. D'un, de deux, le président a pris l'engagement de tenir le pari d'organiser les élections cette année-ci. Pour le premier cas, il a convoqué le corps électoral en février, et les élections ont eu lieu le 25 mars, et on est en train d'investir ceux qui ont été élus là. Pour ce qui est des 3 autres élections qui suivent maintenant, législative, municipale et présidentielle, régionale, je n'y crois pas trop, hein, parce que c'est très lourd, mais il faut beaucoup d'argent. Alors, je n'y crois pas trop. Pour ces 3 qui restent là, le chef de l'État, je ne lis pas dans la boule de cristal, hein, je reste un homme, je ne suis pas Madame Tarot, j'ai toujours été un homme, je reste à jamais, pourra prendre un décret, puisque cela a été fait déjà hein, pour le double scrutin législatif municipal de 2007. Ça avait eu lieu le dimanche 7 juillet 2007. Donc s'il fallait respecter le calendrier, ça devait être 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2012, qu'on devait organiser les élections. Mais par décret, le chef de l'État a prolongé cela et finalement les élections ont eu lieu le lundi 30 septembre 2013. Donc je crois qu'il pourra prendre un décret pour prolonger le mandat des conseillers et puis des députés. Mais pour ce qui est de son mandat, de son bail à lui, rarement il a eu à le bouger et les élections pourront avoir donc lieu en septembre. Nous sommes rendus déjà au mois d'avril, le 1er mai, c'est pratiquement dans quelques jours. Vous imaginez que Yaoundé est à se partager entre d'abord le défilé militaire et puis ces gens qui sont cachés à Ahala. L'État ne pouvait pas laisser ça durer le plus longtemps possible. Justement, en un mot rapidement, Alphonse Sopor, pour qu'on sorte de cette phase d'échange, est-ce que l'opinion n'a pas été suffisamment naïve sur cette question au regard des éclairages apportés par le docteur Jean-Marie Biada? Vous savez, l'opinion naïve, effectivement, puisqu'on a évoqué le cas des jeunes. Des jeunes aujourd'hui dans ce pays représentent une voie très facile. On a évoqué le cas des jeunes filles, la défense. Vous voyez, tout ça sont des poids faciles. Donc on ne peut pas accuser l'opinion. Si moi je passe là maintenant, M. Sandion, je vois qu'au lieu de LTM, on a plutôt écrit banque pour jeunes. Entrée gratuite. Mais j'y entre. Vous voyez, j'y entre. Et nous sommes en train de parler du MIDA. Mais il y a des églises aujourd'hui qui fonctionnent comme le MIDA. Voilà. Et c'est de ça que parle le docteur Ebele. Voilà. Il y a des églises qui fonctionnent comme le MIDA. Qui fonctionnent comme le MIDA. Des microfinances qui fonctionnent comme le MIDA. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir aujourd'hui, qu'il faut avoir le courage. Parce que quand on voit le nombre de microfinances qu'on a fermées avec retard, on se rend bien compte que des MIDA, il y en a. Très bien. Malheureusement, cette émission est arrivée à son terme. Je vais remercier le docteur Jean-Marie Biada d'être venu ce dimanche. Merci également à l'honorable Sopor. Je remercie également Salmon Ebele, juste pour rappeler que la SMIC, c'est une société par action, celle que la communauté urbaine veut mettre sur pied. C'est d'ailleurs l'occasion pour vous de souscrire aux actions, d'acheter des actions au sein de cette entité-là, puisqu'elle est encadrée par des dispositions légales. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi cette édition de Politiquement Incorrect ce dimanche. J'aurai certainement le privilège et le plaisir de vous retrouver dimanche prochain avec le même plaisir. Nos programmes sur la télévision du Monde se poursuivent. Bon dimanche à tous.